mois après le Festival international du cirque de Monte-Carlo, la princesse Stéphanie perpétue son amour inconditionnel des arts de la piste cet été, avec tous les soirs jusqu'au 23 août le Circus Dinner Show. Un dîner organisé sous le chapiteau de l'espace Fontvieille et entrecoupé de numéros de cirque. La piste est située au centre du chapiteau, elle est encadrée par les tables, mais difficile de dire si c'est le cirque qui s'invite à table ou le contraire, si c'est la gastronomie qui s'invite sur la piste aux étoiles. C'est le cirque qui s'invite à table, on pourrait dire, comme tout ça se passe sous le chapiteau du festival du cirque. Alors déjà là, on est au cirque, là c'est déjà une chose. Et la gastronomie s'ajoute en principe. Alors, tandis que si on pense à chapiteau festival du cirque, tout le monde a ça en tête avec les gradins, avec la piste, mais comme vous voyez, c'est une configuration quand même complètement différente. Les spectateurs sont accueillis par les 14 musiciens du Golden Jazz Big Band, dirigé par le maestro Carmine D'Angelo, et par un message de bienvenue dans toutes les langues. Circus Dinner Show Монте-Карло. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на наше цирковое динер-шоу в Монте-Карло. Attablés, ils sont servis par la brigade des castors, des serveurs comiques et complètement loufoques. Cette année, la vedette de ce dîner-spectacle est l'Italien David Larible, récompensé d'un clown d'or au Festival du cirque en 1998. Il est considéré comme le roi des clowns, comme un ténor de sa discipline. Pendant plus de 2h30, d'autres éminents représentants du monde du cirque se succèdent sur la piste pour cette 4e édition du Circus Dinner Show. La troupe Kazan, conviée en l'honneur de l'année de la Russie, elle présente 3 numéros différents, au jonglage, à la perche aérienne et au tissu. Oleg Isosimov, l'équilibriste le plus élégant du monde. Ou encore la troupe Bingo. Tous ont plusieurs jours de répétition dans les jambes, ils enchaînent donc les numéros sans la moindre difficulté, mais avec beaucoup de technique. Le choix des artistes se fait par des échanges d'opinions avec la princesse Stéphanie, et sous la base de ce que nous connaissons dans le marché, avec tant de festivals de cirque que nous avons fait ensemble. On a quand même un grand choix d'artistes qu'on connaît. Et cette année, on a eu la chance d'avoir David Larible, le clown des clowns, comme on dit. Alors automatiquement, c'est la comédie qui est la base de l'édition de cette année. C'est Philippe Johannes, le chef du Fairmont Monte-Carlo, qui est chargé de régaler les papilles des spectateurs entre les différents numéros. Au menu, gambas rôties, loup de Méditerranée ou veau fondant, mais aussi et surtout un gâteau en forme de visage du clown David Larible. Le spectacle se termine par la parade de tous les artistes qui se retrouvent sur la piste et le public est même invité à les rejoindre.
Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, la principauté s'est illuminée de 1000 feux à l'occasion du traditionnel concours international de feux d'artifice pyromélodique. Véritable compétition primée, le show donne lieu chaque année à des spectacles de très grande qualité. Et ce samedi, vous le voyez sur ces images, l'Italie a embrasé le ciel monégasque en musique. Un Américain à Paris de Gershwin, le concerto pour piano de Grieg et les préludes de Liszt, tel était le programme du concert donné ce dimanche 2 août dans la cour d'honneur du Palais Princier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de l'un des meilleurs chefs français, Emmanuel Krivine, heureux de retrouver la formation monégasque. Je trouve qu'ils sont très réactifs, qu'ils sont gentils, qu'ils ne sont pas embêtants, qu'ils sont disciplinés, enfin au sens discipliné, je veux dire, il n'y a pas de bruit, on ne perd pas son temps à rattraper l'attention, et ils sont très souples. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils font beaucoup d'opéra, je pense, donc il y a une souplesse, et on travaille très vite, et puis je les connais depuis toujours. Ils aiment la musique et ils ne sont pas bêcheurs, je veux dire, je ne sais pas si on emploie encore ce mot-là, je veux dire, ils ne sont pas arrogants, ils sont sympas. Quand on finit une série avec Monaco, on n'est pas crevé, quoi. On est content, on n'est pas épuisé. Le concerto pour piano d'Edvard Grieg était interprété par le pianiste israélien né à Moscou, Boris Gilbert, vainqueur notamment du prestigieux concours Reine-Élisabeth en 2013. Ce pianiste est très intéressant. Moi, je l'ai découvert tout simplement sur YouTube et je l'avais invité à Luxembourg avec mon orchestre dans le 3e Rachmaninoff. Et c'est une merveille, c'est un gars très doué qui a gagné tous les concours et en plus adorable. C'est un très grand musicien. En conclusion de ce concert, l'une des pièces favorites d'Emmanuel Krivine, Un Américain à Paris, de Georges Gershwin. J'aime Gershwin parce que c'est un mec génial, c'est tout. Alors, je ne cherche pas à définir ce que c'est. Parce que quand on veut savoir ce qu'est Gershwin et mettre des mots dessus, on commence à enfermer les choses et c'est comme si on voulait dominer son génie à ce monsieur. Non, c'est un type justement, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas l'enfermer dans des tiroirs. C'est du Gershwin, c'est tout. C'est du Gershwin, c'est un très très grand, c'est un type génial. La scénographie est inspirée du célèbre carré de la croix et du cercle noir de Malevich, emblème du mouvement du suprématisme. Le Grimaldi Forum a souhaité cette année réunir les grands artistes qui illustrent les avant-gardes en Russie de 1905 à 1930. Le point de départ de l'exposition de Chagall à Malevich coïncide avec celui du basculement de la société du début du XXe siècle. Une période de révolution où les rêves et les illusions se côtoient pour forger un langage artistique commun. Combien dans ce pays qui était en plein bouleversement au début du XXe siècle, il y avait des oppositions qui n'étaient pas radicales, mais qui montraient bien la générosité du regard qu'avaient tous les artistes à ce moment-là, et qu'ils étaient dans différentes voies, et qu'ils offraient des possibilités de connaissances que nous n'avions pas, de monde qui étaient les leurs. Car le propre d'un artiste, c'est d'exprimer totalement ce qu'il est pour nous raconter ce que nous sommes. Et avec cette idée-là, l'idée de Chagall n'est pas celle de Malevich. Il y en a un qui est dans un monde qui est très radical, qui va vers l'abstraction, le suprématisme, Malevich. Et Chagall raconte un monde poétique avec les racines de la culture juive et de la culture russe.
très profondes. Chez Malevich, elles sont aussi, ces racines, elles existent, mais elles sont différentes. Et je dirais que chacun donne à penser qu'on est rentré dans un monde que nous ne connaissions pas. L'exposition démarre à partir de 1905, date de la révolte du Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. De nombreux artistes prennent alors conscience qu'un changement inévitable va se produire. Aux côtés du poétique Chagall et du suprématiste Malevich, de grands noms de l'avant-garde russe sont présents, de Kandinsky à Altman, en passant par Filonov ou encore Rodchenko. Ils sont très connus maintenant. Et ils sont de plus en plus reconnus parce qu'on comprend combien ces artistes ont pu apporter dans différents mouvements qui ont ouvert soit sur l'abstraction, soit sur le minimalisme, soit sur des matériaux nouveaux, avec toujours cette sensation que l'on entrait dans un monde particulièrement neuf. Et que ce soit Larionov, Goncharova, Rodchenko, Tatlin, nous sommes ici face à la tour qui dit ce qu'a voulu édifier Tatlin, une tour de Babel pour le XXe siècle qui eût été plus grande que la tour Eiffel et qui montrait bien combien on rentrait dans un monde empreint de rêves et d'utopie. Cette exposition est le fruit d'une importante collaboration entre le Grimaldi Forum et de nombreux musées russes et européens, à l'image du Centre Pompidou à Paris ou du Musée d'État russe de Saint-Pétersbourg. On peut voir dans l'exposition le meilleur de ce que l'on peut compter parmi l'avant-garde russe, que l'on appelle l'avant-garde russe. Nous avons vraiment les pièces emblématiques, des prêts exceptionnels, j'insiste sur ce mot, mais c'est vraiment le cas. 3 grands musées, le musée d'État russe de Saint-Pétersbourg, la galerie Tretiakov, le musée Pouchkine de Moscou, et puis également beaucoup de musées régionaux, et ça c'est quelque chose de très important aussi, puisque vous savez que dans cette période il y a eu une décentralisation d'un certain nombre d'œuvres et que celles-ci ont été envoyées très loin dans des villes comme Nijni Novgorod, etc. Et donc nous avons également pu compter à travers un organisme d'État russe qui s'appelle Rosizo sur le concours également de tous ces musées régionaux. Donc je dirais quelque chose qui se fait rarement, de pouvoir, encore une fois, rassembler autant d'œuvres, autant d'emblématiques de cette période. À travers les 150 œuvres présentes, le public découvre ou redécouvre cette période encore peu connue de l'art russe, une période qui a pourtant eu un impact fort dans la société de l'époque. Ces artistes ont été les témoins de ce nouveau monde en évolution et ont permis de façonner une modernité sans précédent, bouleversant des siècles d'académisme. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, le soleil est au programme avec des températures toujours très élevées allant de 25 à 29 degrés. Mercredi, un ciel toujours très ensoleillé avec de rares nuages, très peu de vent et un thermomètre identique à la veille. Jeudi, aucun changement, un temps très ensoleillé et un mercure toujours très élevé. Et enfin, vendredi, un début de week-end très chaud avec une maximale de 31 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.